Bonjour à tous et bienvenue à la nouvelle saison des conférences mensuelles de la SAF. Je suis content de voir cet amphi presque complet. Tout le monde beau, souriant, bronzé, c'est formidable. Et je me présente déjà pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Jean-Pierre Martin, je suis membre de la SAF et j'ai le plaisir avec mes collègues d'organiser le cycle des conférences mensuelles. Voilà. Et elles se passent au CNAM, généralement dans cet amphi qui s'appelle l'amphi Grégoire. Pour ceux qui ne savent pas, l'abbé Grégoire, c'est celui qui a fondé le CNAM pendant la période de la Révolution. On se demande comment il a survécu d'ailleurs à la Révolution, mais bon, gloire à lui. Alors vous savez que ces conférences sont diffusées en direct sur YouTube aussi. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde sur YouTube. Est-ce qu'on sait combien il y a de monde pour le moment? Il faut que tu regardes. Eh ben, tu regardes et puis dis-le nous. C'est monsieur Laurent Donger qui est aux manettes. Vous pouvez l'applaudir parce que... Oui. Il arrive à 5 heures pour monter tout ce bazar qui est là. Et si on se trompe dans un fil, ça marche plus. Hein. Alors, pour le moment, il ne s'est pas trompé, j'espère. Alors, donc, c'est transmis sur YouTube. Et ensuite, il effectue le montage entre donc, le conférencier, la présentation, et c'est mémorisé, enregistré sur le site de la SAF, et vous pouvez le télécharger quelques semaines après, quand le montage est terminé. Alors, voici le programme du début de saison. Vous savez qu'on se donne beaucoup de mal pour essayer de trouver des conférenciers intéressants et disponibles. Hein. Disponibles, c'est le mot important, hein, parce qu'ils sont pas tous disponibles, ils sont en mission, voilà, etc. Donc aujourd'hui, bon, je vous en parlerai tout à l'heure. La prochaine fois, c'est le 12 octobre, c'est ça? C'est Étienne Paria, un héliophysicien du labo de Polytechnique, du labo des plasmas de Polytechnique, qui va nous parler du Soleil, de la Terre, et des liaisons qu'il y a entre le Soleil et la Terre, et surtout de la mission Solar Orbiter. Vous connaissez la mission Solar Orbiter, c'est une des missions phares de l'Agence spatiale européenne. Vous allez voir, c'est très intéressant, je vais vous montrer des photos superbes, puisque cette mission a pour but de s'approcher très près du Soleil, et on va peut-être finalement comprendre le grand problème de l'héliophysique, le grand problème du Soleil, c'est pourquoi la couronne solaire est-elle beaucoup plus chaude que la surface solaire. Hein, la surface solaire, c'est en gros 5000 degrés, c'est froid, enfin pour l'astronomie c'est froid, disons, et la couronne solaire est de l'ordre du million de degrés, et normalement c'est contre les lois de la thermodynamique, hein, puisque la chaleur, ça va pas dans ce sens-là. Bon, il va nous expliquer tout ça. Ensuite, en novembre, la conférence de novembre, on aura la joie d'avoir Paola Di Matteo, qui est une astronome de l'Observatoire de Paris, qui est une spécialiste de Gaïa, le satellite Gaïa qui a étudié notre galaxie et qui l'étudie toujours d'ailleurs, et qui fait des découvertes formidables là-dessus. Et elle va nous parler de Gaïa et de la galaxie. La suivante, en décembre, je l'ai su aujourd'hui, ça sera Brigitte Alix, une spécialiste des astrolabes. Ah, il y en a qui connaissent peut-être pas les astrolabes parmi vous. Ben, les astrolabes, ce sont des très vieux instruments de mesure qui permettaient de localiser des étoiles, des planètes dans le ciel, et ça date de plusieurs centaines d'années. Et elle va vous expliquer ça. Et si vous avez de la chance, elle va en amener quelques-uns pour que vous puissiez les toucher, les regarder et les manipuler. Et puis vous voyez les autres dates. Alors voilà une photo de notre dernière séance de la saison au mois de juin. Vous voyez, c'était un peu plus clairsemé. Alors, pour les gens de la SAF, hein, seulement, hein, pour ceux de la SAF, parce que
aujourd'hui, tout le monde est invité, hein. Vous savez que les conférences mensuelles sont ouvertes à tout le monde. J'ai voulu que ça soit ouvert à tout le monde et gratuit. Voilà. Alors, pour les gens de la SAF, il y a réunion de commission de cosmologie le 1er octobre à 15 h au siège, rue Beethoven. Et on va parler de l'aube cosmique et de l'époque de la réionisation. En fait, ça s'est passé après le bruit de fond cosmologique, hein, etc. Vous savez qu'il n'y avait pas d'étoiles, les étoiles n'étaient pas encore nées, et évidemment c'est ce qu'on a appelé l'âge sombre. Sombre, pourquoi? Parce que les étoiles n'étaient pas encore déclenchées, et on va voir comment cette période s'est déroulée dans le temps, donc ça va être intéressant. Donc pour les gens de la SAF, j'ai lancé l'invitation il y a une dizaine de jours, vous avez dû la recevoir, je ferai une relance dans quelques jours. Pour ceux qui s'intéressent à la planétologie, j'ai invité pour la commission de Planéto le samedi 29 octobre Florian Debras de l'école polytechnique, qui est planétologue à l'IRAP. L'IRAP, c'est à Toulouse, et où on va parler de Jupiter. On ne parle pas souvent de Jupiter, on parle de Mars, tout ça, ouais, tout le monde aime bien Mars, bien sûr, on parle de la Lune, mais Jupiter, c'est intéressant. C'est la plus grosse planète de notre système solaire, et vous savez qu'il y a une sonde américaine qui tourne autour, qui s'appelle Juno, et qui fait des photos extraordinaires, des mesures extraordinaires, et l'Europe aussi est intéressée avec Jupiter, puisqu'on va lancer une sonde européenne autour de Jupiter. Donc il va nous parler de tout ça. L'ASAF donne des cours de Cosmo par Jacques Frick. Donc vous voyez la liste, ça démarre en janvier de l'année prochaine. Il y a aussi des cours de maths pour suivre les cours de Cosmo, pour ceux qui veulent se rafraîchir un peu en mathématiques, parce que bon, les maths de la cosmologie, c'est pas évident, hein, quand même, hein. Les équations d'Einstein, les tenseurs, etc. Donc il y a Stéphane Mijalovic qui se propose de donner des cours de maths axés sur la cosmologie. Vous voyez la liste ici, ça doit démarrer d'ailleurs, je crois, la semaine prochaine, voilà, le 21 septembre. Alors, pour venir, il suffit de donner un coup de téléphone à la SAF, hein. Le téléphone que vous voyez, évidemment, je ne l'ai pas marqué. Bon, vous le trouvez n'importe où, j'espère. Ah non, ben voyez, vous le trouvez en bas, là, le téléphone. Ouais. Le téléphone du secrétariat, ou vous envoyez un mail à saf-astronomie.fr. Voilà. Et nous donnons aussi des cours d'astronomie, l'astronomie pure, par Daniel Briot, astronome à l'Observatoire de Paris. Et voilà la liste. Et le lendemain, le 22 septembre, elle redémarre ses cours. Voilà. Alors, la prochaine fois, comme vous le disiez, on reçoit Étienne Paria. Donc, il va nous parler du Soleil, la Terre et les interactions Soleil-Terre et de Solar Orbiter. La réservation, comme d'habitude, c'est à partir de demain matin. Pitié, pas à partir de minuit, je ne me lèverai pas pour vous inscrire, mais à partir de demain matin, 9 h, ok? Vous pouvez vous inscrire sur le site habituel. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Nathalie Deruel, qui est astrophysicienne à l'APC. Alors l'APC, ça veut dire astronomie, particules et cosmologie. Elle va nous expliquer ce que c'est, et elle va nous parler des trous noirs, comment on a évolué sur la notion de trous noirs, et je vais lui passer la parole tout de suite. Je vous signale juste, si vous avez des commentaires à faire ou des questions qui n'auraient pas été résolues, vous pouvez m'envoyer ça sur l'adresse conf.saf@planetastronomie.com, et sur la qualité même YouTube, si le son n'est pas bon, si l'image n'est pas bonne, vous pouvez toujours vous plaindre et vous serez sûr que je ne vous répondrai pas, mais au moins je le saurai. Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Le micro, la souris.
Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Eh bien, écoutez, je vous dis bonsoir à tous. Et je voudrais d'abord commencer par remercier Jean-Pierre Martin de m'avoir invité à parler devant vous ce soir. Et puis aussi, je voudrais vous dire que ça me fait plaisir de voir cette salle bien remplie, parce que c'est une belle preuve du dynamisme de la société plus que centenaire, la Société astronomique de France. Alors ce soir, je vais vous parler non pas des trous noirs, mais de l'histoire des trous noirs. Et ce que je vais essayer de faire, c'est de vous montrer, d'expliquer comment ces astres de spéculatifs, d'êtres mathématiques n'existant que sur le papier, sont peu à peu devenus des objets réels que l'on voit dans le ciel. Donc c'est cette histoire-là que je voudrais vous raconter. Et j'aurais réussi mon pari si à la fin de cette conférence, vous êtes toutes aussi émerveillées que moi devant ces deux diagrammes. Celui de gauche, bon, il paraît un petit peu énigmatique à première vue, mais j'en parlerai plus en détail au cours de cette conférence. Et comme vous voyez, un diagramme mathématique, ici c'est une parabole, etc. Et comment, après 100 ans d'efforts de mathématiciens, de physiciens et d'astronomes, ce diagramme s'est concrétisé dans cet autre objet, cette image, qui elle-même aussi est un petit peu mystérieuse, mais qui est une photo de la concrétisation de cet objet que l'on a vu dans le ciel et qui a été publié le 22 mai 2022, c'est-à-dire tout à fait récemment. Tiens, ça ne marche pas ça. Mais pour commencer, pour planter un petit peu le décor, en guise de prélude, je voudrais vous raconter la visite mémorable d'Einstein à Paris en 1922, c'est-à-dire 7 ans à peine après qu'il a eu publié ses équations de la relativité générale. Plus particulièrement, le mercredi 5 avril 1922, la Société astronomique de France ouvrait sa séance à 20h45 dans l'amphithéâtre Richelieu à la Sorbonne, beaucoup trop petit pour contenir tous les sociétaires venus en foule à cette réunion. Alors, ils n'étaient pas venus pour voir le président, le prince Bonaparte, qui s'était excusé. Ils n'étaient pas venus non plus pour voir le vice-président, qui était retenu à la Chambre par suite d'un refroidissement. Quant à M. Camille Flammarion, le fondateur de la société, il était encore en voyage sur la Côte d'Azur. Si la foule se pressait, c'est parce qu'elle voulait saluer la présence au bureau du professeur Albert Einstein, auteur des théories de la relativité. Applaudissements nombreux et longtemps répétés, a noté le secrétaire. Donc après toute une série de communications verbales, écrites des uns et des autres, Einstein a fait sa propre communication où il a exposé brièvement les 3 tests de sa théorie de la gravitation, qui étaient premièrement l'explication de l'avance du périhélie de Mercure que personne n'avait compris pendant 70 ans depuis que Leverrier l'avait mesuré. Le deuxième test, qui était tout récent, il avait moins de 3 ans, il datait de 1919, c'était la mesure par Eddington de la déviation de la lumière provenant d'une étoile lorsqu'elle frôle le Soleil, une mesure qui était en accord avec la prédiction de sa théorie. Et le troisième test, c'était une mesure qui à l'époque était encore très contestée et contestable, du rougissement des spectres des atomes à la surface du Soleil, ce rougissement étant prédit par la théorie d'Einstein, dû au fait que le champ de gravitation est plus intense sur la surface du Soleil que sur Terre. Donc voilà les 3 tests dont il avait brièvement parlé. Et cette communication de M. Einstein avait été écoutée dans le plus grand silence et elle avait été accueillie par des applaudissements qui se prolongèrent longtemps. Et en fin de séance, et je trouve cette phrase magnifique,
Le président, de nouveau, adresse ses remerciements à M. Einstein pour avoir fait à la Société astronomique de France l'honneur de venir l'entretenir de questions qui, à l'heure actuelle, passionnent tous ceux qui pensent et sont avides de progrès. Bravo, la SAF. Ceci dit, Einstein n'était pas venu uniquement pour parler au bureau de la Société astronomique de France. Il avait été invité par Paul Langevin, professeur au Collège de France, qu'il avait rencontré une dizaine d'années auparavant lors du premier congrès Solvay à Bruxelles. Et on les voit ici à droite de la photo, tous les deux, entourés de tous les physiciens les plus importants de leur époque. Vous reconnaissez Poincaré, Marie Curie, Maurice de Broglie, Lorentz, Planck, etc., etc. Donc c'était Langevin qui avait invité Einstein pour une visite d'une quinzaine de jours à Paris pour donner une série de conférences. Et cette visite d'Einstein à Paris avait eu un retentissement considérable dans la presse, et cela pour deux raisons. La première, c'est que Einstein, en 1922, était déjà mondialement célèbre, en particulier grâce aux mesures d'Eddington de la déviation des rayons lumineux. Mais l'autre raison, c'était qu'on était en 1922, et cette visite était le symbole du rétablissement des relations culturelles et scientifiques entre la France et l'Allemagne après la terrible Première Guerre mondiale. Donc cette visite avait vraiment eu un très grand retentissement. Et à part son passage à la Société astronomique de France et aussi à la Société française de philosophie, Einstein avait surtout donné 4 conférences au Collège de France. La première avait été une conférence dédiée plutôt au grand public de l'époque, et comme vous voyez, on y était venu vraiment en foule, on avait dû refuser quantité de monde. Et dans le fond, on voit Paul Painlevé, qui était membre de l'Assemblée, qui avait été ministre de la guerre, président du Conseil, etc., mais qui est aussi un grand mathématicien, secondé par un gendarme qui filtrait la foule. Donc ça a été un événement mondain au début. Mais cette première séance a été suivie de 3 séances plus techniques, où là, il y avait moins de monde, des gens qui voulaient vraiment comprendre la théorie. D'ailleurs, vous voyez toutes les équations qui sont là. Et elles furent très fructueuses. La première séance avait été consacrée à la relativité restreinte, qui datait de 1905, où il avait été surtout question de la relativité du temps, qui avait été popularisée par Langevin grâce à ses fameux jumeaux. Le jumeau voyageur qui part en voyage, en train évidemment, assez vite, et qui revient, fait un voyage et revient à la gare d'où il était parti, où il retrouve son jumeau qui lui est resté sédentaire et qui avait vieilli plus que lui. Et ça avait été considéré comme très paradoxal pendant longtemps, mais ces débats furent très fructueux, en particulier Painlevé, qui avait des doutes, avait été convaincu par Einstein qui lui explique la façon de synchroniser des horloges sur le tableau. Et finalement, tout le monde s'était accordé pour dire qu'il y avait une différence fondamentale entre le sédentaire qui restait immobile dans un repère inertiel et le voyageur qui, puisqu'il revenait sur le quai de la gare, avait nécessairement subi une accélération pour faire demi-tour. Et Langevin avait conclu plaisamment tous ces débats en disant, vous voyez, il suffit de s'agiter, de subir des accélérations pour vieillir moins vite. Donc ce débat-là, cette séance-là avait bien clarifié beaucoup de choses. Les 2 séances qui suivirent ont été des débats nettement plus confus sur la relativité générale, c'est-à-dire sur la théorie de la gravitation. Et là, les disputes, les débats tournèrent essentiellement autour de cet objet mathématique, écrit devant vous, là, qui s'appelle l'élément de longueur de Schwarzschild. Je vous en dirai un peu plus au fur et à mesure de cette conférence. Et cet élément de longueur de Schwarzschild décrit la courbure de l'espace à l'extérieur d'un astre
et aussi comment les horloges battent près d'un astre dans la relativité générale comparé aux horloges à l'infini. Et là, on voit tout de suite que si R, c'est-à-dire la distance du centre de l'astre, diminue et qu'on se rapproche de ce rayon magique, comme le disait Eddington, de 2m, eh bien ce coefficient ici devient nul, ce qui veut dire que les horloges s'arrêtent. Et en revanche, ce coefficient ici devient infini, comme si l'espace se trouait. Nous y reviendrons. Donc les débats ont été très animés. Et si je vous montre cette formule-là de but en blanc, méchamment, c'est parce que tous ces débats ont été consignés, relatés par un certain Charles Nordman dans la Revue des Deux Mondes. Et la Revue des Deux Mondes, à l'époque, avait quelques 20 000 abonnés dans toute la France. Et Charles Nordman avait écrit dans cette revue, donc grand public des Deux Mondes, en 1922, cette métrique de Schwarzschild pour expliquer aux abonnés de la revue ce qui se passait. Mais personne n'y comprenait rien. Le mathématicien Hadamard parlait de catastrophe. Enfin, tout le monde pensait que la relativité générale, cette belle théorie d'Einstein qui avait expliqué le périhélie de Mercure, l'avance du périhélie de Mercure, était malsaine. Mathématiquement, elle ne tenait pas la route. C'était la conclusion de beaucoup de gens à cette époque. Et maintenant, je voudrais poursuivre en parlant des 50 années qui suivirent, qui furent nécessaires pour comprendre ce que signifiait ce fameux DS2 là que je vous ai montré. Plus on a compris ce que signifiait, plus on a cru à la pertinence de l'objet que cette formule décrivait, et c'est ainsi qu'a émergé un concept que je n'appelle pas encore trou noir, parce que le nom est bien plus tardif. Mais alors, pour illustrer un petit peu ce que ça veut dire, l'émergence d'un concept, je voudrais commenter un peu ce dessin qu'Einstein, qui non seulement était un grand physicien, mais aussi un grand épistémologue et un grand philosophe, ce dessin qu'Einstein a envoyé à son ami parisien Maurice Solovine en 1952, c'est-à-dire 30 ans après les débats du Collège de France. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire, ce dessin? Du moins, c'est comme ça que je le comprends. Cette ligne en bas, là, cette ligne horizontale, symbolise la variété des expériences immédiates. Vous êtes impressionnés, j'espère. Et cela veut dire, à mon avis, la chose suivante. Ça veut dire que nous, les êtres humains, nous sommes a priori plongés dans une forêt inextricable de phénomènes. Ces phénomènes, il faut qu'on leur donne un sens, il faut qu'on se repère là-dedans pour pouvoir vivre et agir. Alors qu'est-ce qu'on fait? On commence d'abord par utiliser le langage qui va nommer les objets pour les distinguer, et ensuite la syntaxe du langage pour différencier par exemple la cause de l'effet, etc. Et petit à petit, avec un langage qui devient de plus en plus raffiné et qui a été très vite, dès les Grecs, complété par les mathématiques, à ce moment-là, on peut distinguer dans cette forêt des phénomènes, par des expériences et des observations très précises, des lois. L'exemple d'une loi, c'est par exemple les lois de Kepler, qui vous disent qu'on observe que les planètes forment des ellipses, les trajectoires sont des ellipses autour du Soleil. Ça, ce sont ces lois. Mais des lois, ça ne fait pas une théorie. Et ce que Einstein montre par cette courbe-là, qui, vous voyez, se dresse hardiment vers les sommets, c'est d'extraire de ces phénomènes déjà scientifiques, si vous voulez, ces observations et ces expériences, de dégager de tout cela une théorie. Et qu'est-ce que c'est qu'une théorie? Il y a l'exemple bien connu de la théorie de Newton, qui
consiste en un système d'axiomes. Les axiomes, chez Newton, c'est que le temps est universel, il est le même pour tout le monde partout. C'est que vous pouvez dessiner un triangle rectangle partout dans l'univers, le théorème de Pythagore sera toujours vérifié. Ce sont donc des systèmes d'axiomes complétés par des mathématiques, des équations différentielles, ce qui revient à prendre des dérivés. Et la forme bonaire de la théorie de Newton, c'est que le Laplacien, ce qui veut dire la dérivée seconde, d'un certain potentiel, le potentiel newtonien qu'on appelle U d'habitude, eh bien cet objet mathématique est déterminé par la densité de matière, par exemple celle d'une étoile. Et ça constitue donc une théorie. Donc la première étape, c'est de bâtir une théorie. Donc ça sera la première partie de mon exposé. Et ensuite, une fois qu'on a la théorie, il faut faire parler cette théorie. Il faut l'examiner de partout. Il faut voir ce qu'elle prédit dans des cas particuliers. Et ça, ce sont ce que Einstein appelait les propositions déduites. Et parmi ces propositions déduites, il y a cette fameuse métrique de Schwarzschild. Et la troisième étape, qui sera la fin de mon exposé, c'est qu'une fois qu'on a ces concepts qui sont bien clairs, après qu'on les ait étudiés pendant si longtemps, ces concepts, il faut voir s'ils existent vraiment, donc il faut aller les chercher dans le ciel. Et ça, c'est la troisième étape, en fait, la plus miraculeuse finalement. Et très souvent, pas toujours, mais souvent, on les trouve, ces objets. Et c'est là, ça s'appelle donc la concrétisation d'un concept. Donc voilà ce dont je voudrais vous entretenir un peu plus en détail. Donc, d'abord, bâtir une théorie. C'est ce que font les physiciens, mais surtout seulement les plus grands physiciens. Einstein étant évidemment l'un d'eux. Donc Einstein, à partir de l'avance du périhélien de Mercure, à partir de certaines incohérences dans les comportements de la lumière, dans les équations de Maxwell, etc., tout ça c'était des expériences bien précises, a fondé une nouvelle théorie, mais librement. Il a posé ses axiomes librement, évidemment, en étant inspiré par les phénomènes. Et voici les équations G mu nu égale cette constante fois T mu nu, qui remplace les équations de Newton-Laplace, Laplacien U égale ρ. Alors ces mu nu veulent dire qu'on a affaire à des matrices 4 par 4, et ce T mu nu, c'est la matière, c'est la densité de matière, la pression, les tensions à l'intérieur d'une étoile, par exemple. Et à gauche, c'est un opérateur différentiel, c'est prendre des dérivés de certains potentiels, mais ces potentiels, il n'y en a pas un seul, comme dans la théorie de Newton, il y en a 10, ces composantes de ce qu'on appelle l'élément de longueur. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que cette équation va déterminer ces petits g, les éléments de la métrique. Ça veut dire que la géométrie n'est plus euclidienne et que le temps se dilate. Et ça détrône le théorème de Pythagore. Parce que, regardez, ça c'est le théorème de Pythagore. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que le carré de l'hypoténuse, ds carré, ce carré de l'hypoténuse, eh bien c'est la somme des carrés dx et des carrés des côtés, dx au carré et dy au carré. Pourquoi on met un petit d? Parce que, étant donné qu'on va bientôt parler de géométrie courbe, il faut que les triangles soient petits, si vous voulez. Mais sinon, c'est le théorème de Pythagore. Et voyez, ici, les coefficients sont 1 et 1. Tandis que dans cette théorie d'Einstein, les coefficients là, ils varient partout dans l'espace et dans le temps, car ils sont déterminés en résolvant cette équation. Ils sont déterminés par les équations d'Einstein. Donc voilà, la théorie est bâtie. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, il faut la faire parler. Il faut en déduire des prédictions. Et il se trouve que dans le cas de la relativité générale, c'est immédiatement qu'on a déduit des prédictions de la théorie d'Einstein. Parce qu'Einstein a publié ses équations en novembre 2015, et moins de 3 semaines plus tard,
en décembre 1915, Karl Schwarzschild, qui était un mathématicien et un astronome très réputé, était engagé volontaire sur le front russe pendant la Première Guerre mondiale. Et pendant le temps libre, quand il ne se faisait pas mitrailler par les Russes, il avait lu le papier d'Einstein. Et comme c'était un très excellent mathématicien et un très bon astronome, il avait réussi à résoudre les équations dans un cas particulier en se disant, moi, ce qui m'intéresse en tant qu'astronome, c'est de savoir ce que dit Einstein sur le comportement de la gravitation à l'extérieur d'une étoile, d'un astre. Et il avait réussi à résoudre cette équation, c'est-à-dire à trouver cet élément de longueur, ces potentiels, là dont je vous parlais tout à l'heure, qui font que la géométrie n'est plus euclidienne, mais courbe, et que les horloges ne battent plus toutes de la même façon. Einstein avait été fort impressionné, ils en ont discuté tous les deux, et tous les deux étaient absolument embêtés, parce que, comme je le disais tout à l'heure, quand on s'approche suffisamment de cet objet, eh bien, le temps peut s'arrêter et l'espace se trouer. Je le répète, parce que c'est exactement ça ce qu'ils avaient vu tous les deux. Et par conséquent, ils ne savaient pas comment expliquer ça. C'est un peu comme si vous aviez un astre très, très dense, et à l'extérieur de cet astre, vous avez une sphère, mais une sphère très, très particulière, où la gravitation a l'air de très mal se comporter. Alors, l'interprétation qu'Einstein a toujours eue toute sa vie, d'ailleurs, parce qu'il n'a jamais cru à ces objets, finalement, l'interprétation qu'il avait, c'était que sur cette sphère singulière, à l'extérieur de l'astre, il devait y avoir une fine pellicule de matière, mais d'où venait-elle ? Mais à cette époque-là, en 1915, et encore pendant des décennies à venir, il s'était dit, mais heureusement, les vraies étoiles ne sont jamais si compactes. Par exemple, si vous prenez un astre qui a la masse du Soleil, le rayon de cette sphère magique et singulière est de 3 km. Or, chacun sait que le rayon du Soleil, c'est 700 000 km. Donc, Einstein et Schwarzschild, et beaucoup de physiciens qui les suivirent, se sont dit, voilà ce que dit la théorie, mais de toute façon, on ne le verra jamais, parce que ça n'existe pas, des étoiles aussi compactes. Donc, ils en étaient restés là. Mais tout de même, c'était un peu décevant. Alors, les mathématiciens avaient été très intrigués par cette métrique, et les mathématiciens, eux, ne cherchent pas à faire de leur joujou mathématique des objets de la réalité concrète. Les mathématiciens, ils vivent dans leur cathédrale de mathématiques, et donc ils ont toute liberté de concevoir n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi. Mathématiquement cohérent, bien sûr. Et par exemple, Hermann Weyl avait fait quelque chose d'assez extraordinaire. Parce que, comme je vous l'ai montré sur mon premier transparent, quand on se rapproche de cet objet et qu'on arrive au rayon de Schwarzschild, là, R égale 2m, eh bien, les distances. Alors, vous voyez, si on poursuit la parabole, non, ça ne veut pas. Si on poursuit la parabole jusqu'à l'infini, elle va venir asymptotiquement horizontale, et donc un dr, c'est-à-dire une certaine distance, dr ici, delta r, mesurée ici, ça sera la même, parce que ici, la tangente est horizontale. Mais quand on se rapproche, le même dr en kilomètres devient beaucoup plus grand parce qu'il coupe cette parabole et c'est la longueur de la tangente qui donne les distances. Et quand on arrive à r égale 2m, cette parabole a une tangente infinie et c'est dû à ce terme-ci. Donc, par exemple, Becquerel avait fait ce diagramme en 1923, mais Flamme, qui était un étudiant de Lorentz, lui avait fait le même diagramme en rajoutant la symétrie sphérique, mais il s'était arrêté bien à la surface du Soleil, disons. Et là, il avait rempli l'intérieur par une solution des équations d'Einstein, toujours mais avec de la matière. Et là, c'était parfaitement régulier.
Donc ce diagramme de 1916, on le retrouve maintenant partout sur Internet, poétisé de cette manière-là. Mais Weil s'était dit, mais finalement, si je regarde ce dessin-là, pourquoi je m'arrêterai ici? Par symétrie, il adorait les symétries, je peux prolonger. Et il est arrivé à ce dessin-ci, qui était totalement déroutant, parce que ça voulait dire qu'on partait loin de l'étoile, on descendait lentement vers l'étoile, arrivé à cette tangente verticale, l'espace avait l'air de se trouer, mais non, on continue, et on dégouline le long de cette gorge pour se retrouver où? Dans un autre espace qui est la copie ou qui est différent de celui qui est là. Alors là, franchement, c'était un petit peu trop lourd à digérer. De nos jours, on appelle ça des trous de verre ou des ponts d'Einstein-Rosen, le nom qu'Einstein et Rosen avaient donné à cet objet en 1933. Alors les mathématiciens étaient intrigués, et quant aux relativistes, les enfants d'Einstein, ils étaient un petit peu timorés. Alors ils faisaient comme les physiciens ou les astronomes, ils ont un potentiel newtonien ou relativiste, et pour voir comment la gravitation se comporte, on regarde comment des planètes, par exemple, se meuvent dans ce champ-là. Donc si on est très loin, on a des planètes, si on est très loin de l'objet de Schwarzschild, là, on a des planètes qui suivent des ellipses keplériennes, et puis quand même un petit peu déformées, il y a l'avance du périhélie, qui est due à la première correction de la relativité générale. Mais on peut aussi imaginer qu'on lance un objet, un astronaute, une planète, tout ce que vous voulez, droit, radialement, vers le centre de l'étoile. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Les gens ont trouvé ces trajectoires, mais vous remarquez que partout, ces trajectoires s'arrêtent sur cette sphère magique de Schwarzschild. Personne n'osait prolonger ces courbes à l'intérieur de cette sphère. Et tout ça a été magnifiquement expliqué par Jean Eisenstedt dans toute une série d'articles et de livres. C'est des ouvrages remarquables. Mais là, je voudrais insister un peu sur ce diagramme-ci à droite, qui date de 1921, donc tout ça, c'était le tout début de la relativité générale, où Van Laue a imaginé la chose suivante. Il se dit, voilà, nous avons notre objet de Schwarzschild, là, qui est là, et il est éclairé par l'arrière. On a même un projecteur derrière. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Si le rayon de lumière, qui est très en haut, là, donc très loin de l'objet central, celui-ci, par exemple, en F, eh bien, il est tellement loin de l'objet qu'il va être à peine dévié. C'est la déviation que Eddington avait mesurée. Mais plus on se rapproche, plus les rayons sont déviés. Et il y a un moment où, quand le rayon est à peu près 5 rayons de Schwarzschild, ça se calcule dans le cadre de la relativité générale, le rayon est tellement courbé qu'il s'entortille autour de l'objet central sur ce qu'on appelle l'anneau de lumière, et là, la lumière tourne en rond. Et si elle tourne en rond, ça veut dire qu'on ne la voit pas. Donc, tous les rayons lumineux qui démarrent à une distance inférieure à ce grand D, on ne les verra pas, et donc qu'est-ce qu'on verra? On verra une tache noire. On ne parlait pas dans le ciel, pas encore. Donc ça sera utile de se rappeler ce diagramme tout à l'heure. Alors pendant que les relativistes et les mathématiciens tâchaient de faire sens à tout ça, une grande majorité des physiciens s'étaient embarqués dans la magnifique aventure de la physique quantique. Et c'est à cette époque-là qu'on a compris comment les étoiles rayonnaient, qu'il y avait des réactions nucléaires dans les étoiles. Et c'est aussi à cette époque-là qu'on s'est rendu compte que si on rajoutait de la masse sur, par exemple, une naine blanche, si on en rajoutait trop, eh bien, il arrivait un moment où l'attraction gravitationnelle allait être plus forte que la pression, qui était la pression de Fermi d'origine quantique. Et c'est Chandrasekhar qui a bien compris ça et qui est arrivé à une conclusion qui avait effaré Eddington en disant à ce moment-là,
s'il y a une accrétion de masse trop grande, cette naine blanche va s'effondrer. S'effondrer, avait dit Eddington, pas possible. Mais s'effondrer jusqu'où? Et Liev Landau, le grand physicien russe, avait dit, en fait, si une étoile s'effondre comme ça, ce qui peut se passer, c'est que les électrons et les protons de l'atome vont fusionner en neutrons, et on aura un nouvel équilibre stable, les étoiles à neutrons, qu'il a donc prédites dans les années 30. Mais là aussi, Landau lui-même s'est rendu compte que si on rajoutait de la matière sur une étoile à neutrons, trop, eh bien, la pression de Fermi des neutrons ne serait pas suffisante et l'étoile allait de nouveau s'effondrer. Jusqu'où? Et c'est Robert Oppenheimer, qui a dit, elle s'effondrera jusqu'au bout. Et dans cet article qu'il a publié en 1939, dans le résumé, l'abstract de l'article, il dit, on voit qu'il a parfaitement compris, au sens moderne du terme, ce que c'était que ces astres de Schwarzschild. Voilà ce qu'il écrit. Lorsque toutes les sources thermonucléaires sont épuisées, une étoile suffisamment massive s'effondre sur elle-même. Le rayon de l'étoile s'approche asymptotiquement de son rayon gravitationnel, c'est-à-dire cette sphère magique, etc., etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il s'approche asymptotiquement de son rayon gravitationnel. Dans la phrase qui suit, il explique. Et ce qu'il dit, c'est que la lumière émise de la surface de l'étoile, celle qui est observée par les astronomes, est progressivement décalée vers le rouge. Ça, c'est exactement l'effet dont Einstein parlait devant la Société astronomique de France le 5 avril 1922, quand il disait que des atomes sur la surface du Soleil auraient un spectre plus rouge que les atomes dans le laboratoire. Et là, il parlait de la surface du Soleil, 700 000 km de rayon. Mais une fois qu'une étoile s'effondre, eh bien on se rapproche, le décalage vers le rouge devient de plus en plus grand, à tel point que quand on s'approche de ce rayon gravitationnel, c'est infiniment redshifté, décalé vers le rouge, et on ne voit plus rien. L'astre devient noir. Donc ça, c'était la première chose importante. Et ensuite, Oppenheimer écrit, en revanche, le temps que prend l'effondrement pour un observateur tombant avec l'étoile est fini. Et ça veut dire qu'Oppenheimer avait fini par comprendre, grâce à d'autres personnes dont je vais parler dans un instant, que quand vous êtes un observateur ou de la matière et que vous tombez, vous vous effondrez au bord d'une étoile, eh bien, vous allez vous rapprocher de ce rayon gravitationnel, vous allez envoyer des SOS à l'astronome. Mais l'astronome recevra vos SOS de plus en plus décalés, de plus en plus rarement, de plus en plus décalés vers le rouge, et à un moment donné, votre copain astronome, il ne verra plus rien. Mais vous franchirez sans encombre cette sphère magique, mais une fois que vous avez franchi cette sphère magique, vous ne pouvez plus communiquer avec l'extérieur. La raison étant que les SOS que vous voulez envoyer à votre ami astronome sont tellement courbés qu'ils restent à l'intérieur de cette surface magique et vont retomber sur le centre, là où il y a la singularité. Donc on peut considérer que cet article de 39 est le premier article qui montre que ces objets fictifs, spéculatifs, avaient peut-être quelque chose à voir avec la réalité. Notez au passage que cet article a été publié le 1er septembre 1939 dans la Physical Review. Dans le même numéro de la Physical Review, il y a un autre article signé par Niels Bohr, le père de l'atome de Bohr, un des pères fondateurs de la mécanique quantique, et de John Wheeler, dont je parlerai un peu plus tout à l'heure, qui explique comment tirer de l'énergie des atomes. C'est l'article fondateur de la fission de l'atome. Et le 1er septembre 1939, c'est aussi le jour ou la veille du jour où Hitler a envahi la Pologne. Donc ce n'est pas innocent, si vous voulez, de savoir qu'après avoir écrit cet article,
Oppenheimer, qui, comme vous le savez, est le père de la bombe A délaissé un petit peu l'astronomie pour s'occuper d'autres choses, ainsi que John Wheeler, qui a aussi participé à la mise en œuvre de la bombe A. Alors, ceci dit, il a fallu encore une bonne vingtaine d'années pour que les relativistes et les mathématiciens comprennent bien ce qui se passe. Et là, faute de temps peut-être, je ne veux pas rentrer dans les détails, sauf que ça me ferait plaisir de le faire, mais ça prendrait peut-être un peu de temps. C'est que, en fait, la solution était élémentaire, mon cher Watson. Et c'est toujours pareil, une fois qu'on a compris quelque chose, on se dit, mais bonsoir, pourquoi il a fallu presque 100 ans pour que les gens, enfin 50, pour que les gens comprennent ce qui se passait. Et ce qui se passait pour ceux d'entre vous qui connaissent un petit peu la géométrie euclidienne, c'est là, vous voyez, mon S2, c'est toujours mon théorème de Pythagore. Le carré de l'hypoténuse est la somme des carrés des côtés. Maintenant, si, au lieu de décrire votre plan, là, avec des coordonnées cartésiennes x et y, vous passez en coordonnées polaires. En coordonnées polaires, ceux d'entre vous qui ont vu ça, eh bien, le même carré de l'hypoténuse est donné par dr carré, la différence de radiale, fois r carré, et puis l'angle polaire. Très bien. Alors, si vous partez de cette formule-là, ben vous vous dites, mais il se passe quelque chose de bizarre quand je suis au centre de mon plan, là où le rayon est nul, parce que ce coefficient est nul. Mais tout élève d'Euclide, et Euclide, ça fait quand même un certain temps qu'il est sur le marché, si je puis dire, c'est que, en fait, c'est parce qu'on a choisi des mauvaises coordonnées quand on est trop près du centre. Il suffit de revenir aux coordonnées cartésiennes pour retrouver notre théorème de Pythagore bien aimé, où il n'y a plus de singularité. Eh bien, c'est exactement la même chose qui se passait pour cette métrique de Schwarzschild, que je vous recopie ici pour la troisième fois. Parce que vous voyez ici, de nouveau, il y a des singularités, mais ces singularités ne sont pas plus méchantes que R égale 0, le centre d'un plan en coordonnées polaires. Le premier qui a compris ça, vraiment, c'est Georges Lemaître, dès les années 30, en 1933. Mais il a fallu convaincre tout le monde, et c'est finalement en 1960 seulement que Martin Kruskal, qui n'était pas du tout un relativiste, un professeur à Princeton, a fait ça comme exercice, et il a trouvé le changement de coordonnées, c'est-à-dire passer du temps des horloges à l'infini et des R qui mesurent les rayons à l'infini, de passer à d'autres coordonnées, grand T et grand X, qui sont évidemment reliées aux premières de façon un peu plus compliquée que ces formules-ci, mais qu'on trouve. Et à ce moment-là, ce même carré d'hypoténuse minkowskien s'écrit sous cette forme-là. Alors si pendant une seconde vous oubliez le terme coefficient devant, vous voyez que c'est moins dt carré plus dx carré, c'est le théorème de Pythagore avec un signe moins, parce qu'on est dans un espace-temps de Minkowski plutôt que Euclide. Mais ce qui est important, c'est le coefficient devant, là où il y a m, la masse, la gravitation, ce qui courbe l'espace et dilate le temps. Et vous voyez sur cette formule, quand R égale 2m, cette sphère magique, il ne se passe rien. C'est tout à fait fini en R égale 2m, cette chose-là. En revanche, quand on franchit cette sphère, cette bulle de gravitation, et qu'on va vers le centre, eh bien, en R égale 0, là, ça diverge. C'est une singularité dite de courbure. Donc voilà, on avait enfin compris, mais c'était toujours, vous voyez, des diagrammes. Celui-ci est extrait du livre de Misner-Thornwiller, qui date de 1974. Ça y est, donc, vers la fin des années 60, tout le monde était d'accord pour dire que Schwarzschild avait effectivement tiré des équations d'Einstein quelque chose qui faisait sens, qu'on comprenait, et on savait comment ils devaient se comporter. Et c'est toujours pareil, c'est un aspect du langage. Pour cristalliser un concept, eh bien, il faut lui donner un nom et s'accorder sur un nom. Et c'est à la fin des années 60 que John Wheeler, que vous voyez ici, a popularisé le nom de trou noir. Et là, ce nom a tout de suite marché, si je puis dire, et en 1971, John Wheeler
et Remo Ruffini ont publié un article de vulgarisation dans Physics Today, qui a eu un grand retentissement, qui s'appelait « Introducing the Black Hole », où ils racontaient au grand public tout ce que je viens de vous dire, plus ou moins. Et là, si vous permettez, je voudrais faire une petite anecdote personnelle, parce que cet article-là, je l'ai lu 1 an plus tard, en 1972, il y a donc 50 ans, j'avais 20 ans, et à l'époque où je faisais mon DEA, c'est l'équivalent de Master 2, là, de relativité générale. Et en lisant cet article, j'avais été tellement fascinée par ce qu'il racontait, alors qu'en France, à l'époque, personne ne croyait au trou noir, que j'avais demandé à la directrice de mon école si je pouvais aller passer 1 an à Princeton, ce qu'elle avait arrangé. Et j'étais donc passé 1 an dans le groupe de John Wheeler, et j'ai écrit mes premiers articles avec Remo Ruffini sur les trous noirs, il y a donc, en ce qui me concerne, une 50aine d'années. Alors maintenant qu'on a nommé les trous noirs, que le concept a enfin émergé, il faut les transformer en objets concrets de la réalité physique, c'est-à-dire aller les chercher dans le ciel. Et je reviens au dessin d'Einstein et Solovin. Nous avons vu comment bâtir une théorie, comment cela peut prendre un très long temps d'en tirer des prédictions et de nouveaux objets. Et maintenant, la 3e étape, la dernière, la plus miraculeuse, et celle qui vraiment vous dit que la théorie, eh bien, elle a quelque chose à voir avec l'univers qui nous entoure, c'est d'aller trouver ces objets dans le ciel. Alors parfois, cette identification d'un objet mathématique à un objet de la physique, eh bien, ça ne se fait pas. Il y a des exemples. Par exemple, il y a une 50aine d'années, les physiciens des hautes énergies ont inventé une théorie qui s'appelle la supersymétrie, où chaque boson est associé à un fermion, il y a donc quantité de particules prédites, et on n'a toujours pas trouvé les particules prédites. On les trouvera peut-être, mais pour l'instant, pour cette théorie, la connexion n'est pas encore faite. En ce qui concerne la relativité générale, ça a été en fait très vite. Je commencerai par les trous noirs stellaires, qui sont devenus des astres tout à fait banals. Et, je lisais à l'instant, la matérialisation, si je puis dire, de ce concept de trou noir en objet qu'on voit dans le ciel a été très rapide. C'est en 1972, c'est-à-dire quelques années à peine après que tout le monde se soit mis d'accord sur ce qu'était un trou noir, que les observations dans le domaine des rayons X du satellite Oumuamua a détecté un objet dont très vite on a dit que c'était un candidat trou noir. Ça a été le premier candidat trou noir trouvé dans la nature. Alors, qu'est-ce qu'on avait observé? Ce qu'on avait observé, c'est des rayons X qui venaient d'un disque, enfin de matière très chaude, d'où les rayons X, qui tournait autour d'un objet central. Cet objet central était situé dans une région très compacte. Et on pouvait mesurer la masse de cet objet compact parce qu'il tournait autour d'une autre étoile. C'est un système binaire. Et la masse est de l'ordre de 9 masses solaires, ce qui est bien supérieur à toutes les masses critiques jamais trouvées pour les étoiles à neutrons. La masse critique d'une étoile à neutrons, au-delà de laquelle elle s'effondre, c'est de l'ordre de 2-3 masses solaires. Et là, c'était 9, dans une région très compacte. Donc on s'est convaincu que ça ne pouvait être qu'un trou noir. On connaît maintenant quelques dizaines d'objets de ce type-là. Et ce système particulier, Cygnus X1, est, paraît-il, l'objet de l'astronomie le plus étudié depuis au moins les Babyloniens. Donc, il était étudié depuis 50 ans par les astronomes pour vraiment se convaincre que l'objet au centre ne peut être qu'un trou noir. Mais beaucoup plus récemment, nos trous noirs stellaires, plus ou moins stellaires,
ont acquis subitement un nouveau statut qui est vraiment prestigieux. Parce que le 14 septembre 2015, c'est-à-dire presque 100 ans, jour pour jour, après qu'Einstein a eu publié ses équations de la relativité générale, eh bien, ce jour-là, un signal a été détecté par l'observatoire d'ondes gravitationnelles LIGO. C'est quoi cet observatoire? C'est un ensemble de 2 grands interféromètres gigantesques, un en Louisiane et l'autre dans l'État de Washington, dont les bras font plusieurs kilomètres de long. Et ce jour-là, les miroirs au bout des bras, en Louisiane, puis à Washington, ou dans l'autre sens, j'oubliais, ces miroirs ont frémi, mais de façon microbienne, c'est gros un microbe, de façon quasiment imperceptible, mais ils ont vibré. Ils ont vibré, il a fallu les extraire du bruit du signal, ça ce sont les sensibilités des instruments, qui peuvent mesurer des déviations, comme vous voyez, de l'ordre de 10-20. Il a fallu 5 mois de travail intensif d'une collaboration de 1500 personnes pour essayer de comprendre ce signal, voir s'il était réel, et puis pouvoir en dire ce que c'était vraiment. Et 5 mois plus tard, ce signal a été interprété comme la signature de la fusion de 2 trous noirs il y a 1,5 milliard d'années. Donc vous voyez le parcours de cette notion de trou noir en un siècle. Alors, pour illustrer ce que c'est vraiment la physique au sens d'Einstein, bâtir une théorie, faire des conséquences, trouver ensuite ces objets dans le ciel, j'aurais pu aussi parler des ondes gravitationnelles, parce que les ondes gravitationnelles ont suivi le même parcours. On les a extraites des équations de la relativité très tôt. Pendant des décennies, personne n'y a cru. Einstein lui-même n'y a jamais cru. On s'y est petit à petit habitué et convaincu qu'elles devaient exister. Mais jusqu'à il y a une vingtaine d'années, quand on voulait regarder quel était le signal l'onde gravitationnelle émise lors de la coalescence de 2 trous noirs, on ne savait pas trop ce qui se passait. Vous voyez ici, on avait mis un petit peu n'importe quoi. Et il a fallu attendre le début des années 2000 pour que, en fait, essentiellement Thibaut Damour, qui est à l'IHES près de Paris, prédise, en collaboration avec Alessandra Bonanno, ce signal gravitationnel qui est très solide et qui a été confirmé quelques années plus tard par la relativité numérique, c'est-à-dire la résolution des équations d'Einstein sur de très gros ordinateurs. Alors il est absolument indispensable d'avoir ces signaux de façon très précise, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, ce signal, vous voyez ici quand on l'a nettoyé, qui correspond assez bien aux signaux théoriques, et c'est pour ça qu'on a pu dire qu'on avait découvert les ondes gravitationnelles, et bien ce signal-là est 500 fois plus petit que le bruit des appareils. Donc pour les extraire, il faut absolument avoir les modèles théoriques, ceux qui sont écrits que calculent sur le papier, là. Il faut avoir ces modèles théoriques pour aller les chercher dans le bruit. Et cette découverte a valu le prix Nobel 2017, c'est relativement récent donc, à Rainer Weiss, Barry Barish et Kip Thorne, pour leur contribution décisive au détecteur LIGO et l'observation des ondes gravitationnelles. Alors, cette histoire a un petit côté triste, c'est qu'en fait, il y a un 3e détecteur qui est là depuis le début, qui est le détecteur Virgo, une collaboration franco-italienne, qui est près de Pise. Mais ce jour de septembre 2015, là, l'appareil Virgo n'était pas encore parfaitement au point, donc il n'opérait pas. Et entre 2015 et 2017, il y a eu 5 signaux observés, et les 2 derniers avaient été observés avec Virgo. Mais la publication a été en 2017, et donc un peu trop tard pour que Alain Brié et éventuellement Thibaut Damour, et eux aussi partagent ce prix Nobel. Enfin, ça, c'est comme ça. Alors maintenant,
ces 3 détecteurs, LIGO, Virgo, sont tout à fait opérationnels. Il y a un catalogue qui est sorti fin 2021 avec les propriétés d'à peu près maintenant 90 fusions de tels objets. Donc voilà une liste, ça c'est le premier, celui du 14 septembre 2015. Et alors la seule chose que je voudrais signaler ici, ce sont les masses. Vous voyez, il y en a un ici, il fait 35 masses solaires, l'autre 30, 20, etc. Donc ces trous noirs, tels qu'on les détecte avec les ondes gravitationnelles, sont un peu plus massifs que ceux qu'on voit dans les systèmes de binaires, ceux découverts dans les années 70. Et vous pensez bien que tous les astrophysiciens, depuis maintenant qu'ils ont cette manne de données, essayent de trouver des scénarios d'évolution des étoiles pour que 2 étoiles, après une première supernova, une deuxième supernova, arrivent à rester gravitationnellement liées et se rapprochent petit à petit par émission d'ondes gravitationnelles jusqu'à fusionner, mais avec ces masses relativement élevées. Et donc, c'est là le début de l'ère nouvelle de l'astronomie gravitationnelle. Et maintenant, il y a des détecteurs qui se construisent, en particulier KAGRA au Japon, qui devait être opérationnel l'année dernière ou il y a 2 ans, et malheureusement, ils ont des problèmes techniques. Et c'est toujours dans 5 ans, depuis 30 ans, dans 5 ans, ce système de satellite appelé LISA devrait aussi observer des ondes gravitationnelles. Alors maintenant, j'ai parlé des trous noirs stellaires, de quelques dizaines de masses solaires que l'on trouve, soit optiquement par les disques d'accrétion, soit par les ondes gravitationnelles. Mais il y a ces objets de Schwarzschild se sont aussi incarnés dans des trous noirs qui sont au cœur des quasars, ces noyaux actifs de galaxies. Alors de quoi s'agit-il? Les quasars, ce sont des astres quasi-stellaires, parce qu'ils sont tellement loin que c'est un point dans l'espace, même avec les meilleurs télescopes. Ce sont des astres donc très lointains, dont on peut mesurer les masses, et leur masse, ça se compte en milliards de masses solaires. Alors confinés aux confins, excusez-moi, j'aurais dû me corriger, qui sont donc très loin, aux confins de l'univers, mais ils sont confinés dans des régions de l'ordre de la taille du système solaire. Et mettre 10 milliards de masses solaires à l'intérieur du système solaire, la seule façon de le faire, c'est que ce soit des objets incroyablement compacts. Par ailleurs, l'environnement de ces objets incroyablement compacts est incroyablement lumineux. Les disques d'accrétion, les jets de ces objets qui viennent de la matière autour, sont des centaines de fois plus lumineux qu'une galaxie. Donc, ce sont des objets absolument fascinants. Alors, ils ont été découverts par Martin Schmidt en 1963, donc ça fait déjà longtemps, et ils ont été compris par Donald Lynden-Bell en 1969, justement pendant cette période charnière où le concept de trou noir se concrétisait. Et Lynden-Bell a dit, c'est au cœur des quasars, de ces noyaux actifs de galaxies, il y a des trous noirs de masse gigantesque. Comment ils se sont formés reste un problème de l'astrophysique. Maintenant, ces trous noirs supermassifs ne sont pas tous des quasars, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas actifs. Certains sont des quasars morts, si vous voulez, qui ne rayonnent plus tellement. Et on pense maintenant qu'il y en aurait peut-être un au cœur de chaque galaxie. Et en fait, ça c'est sûr, il y en a un au centre de notre galaxie. Dans la constellation du Sagittaire, on l'appelle Sagittarius et A star, et on l'a repéré depuis déjà une trentaine d'années parce qu'on a pu mesurer les trajectoires d'étoiles autour de cet objet très massif. 4 millions de masses solaires, c'est moins que les quasars les plus lourds évidemment, mais c'est quand même 4 millions de masses solaires, dans un rayon concentré qui est inférieur à 6 fois le rayon de Schwarzschild, ce rayon de cette bulle de gravitation. Donc ça, c'est mesuré et ça a valu le prix Nobel de physique de 2020, donc il y a 2 ans,
qui a été donné pour moitié à Reinhard Genzel et Andrea Ghez pour la découverte d'un objet compact supermassif au centre de notre galaxie. Et voilà le type de résultat qu'ils ont obtenu. Ils ont pu suivre la trajectoire de plusieurs étoiles, en particulier celle-ci, près de cet objet qui ne peut être qu'un trou noir. Et depuis, ils ont même réussi à mesurer l'avance du périastre de certaines de ces étoiles. Ils ont pu faire ça avec la technologie actuelle, Genzel avec le VLT au Chili et Andrea Ghez avec les télescopes Keck à Hawaï. Mais la deuxième partie du prix Nobel 2020 a été attribuée à Roger Penrose, qui est un pur mathématicien, pour la découverte que la formation de trous noirs est une prédiction robuste de la théorie de la relativité générale. Et ça, c'est un prix Nobel très particulier, parce qu'il est attribué non pas pour une découverte dans la forêt des phénomènes qui nous entourent, mais pour avoir fait un dessin sur le papier, un théorème, écrit un théorème. Et ce diagramme montre en fait que s'il existe ce qu'on appelle une surface piégée, à l'intérieur de laquelle la lumière n'arrive pas à sortir, eh bien, immanquablement, la trajectoire de la lumière aura une fin. Le rayon de lumière s'arrêtera sur une singularité. Et pour finir cette conférence, je voudrais un petit postulat, parce que non seulement on sait qu'ils sont là, des petits, des gros, des moyens, absolument partout, mais maintenant on peut les voir, ces trous noirs. Et là, je vous remets cette image d'Einstein présentant la métrique de Schwarzschild en 1922. Je vous remets ce dessin de Van Laue de 2021 qui montre, comme je l'expliquais tout à l'heure, que si on éclaire ces objets de Schwarzschild par l'arrière, eh bien on verra une tache sombre au centre, parce que la lumière venant de l'arrière va tourner en rond autour de l'objet. Mais à cette époque-là, donc il y a 100 ans, tout ça c'était de la fiction. Et petit à petit, on a rendu cette chose visible, si vous voulez. On est pas, de ces petits dessins des années 20, on est passé aux simulations numériques de l'aspect visuel d'un disque d'accrétion autour d'un trou noir. Et c'est Jean-Pierre Luminet, en 1979, qui a fait cette première simulation avec les moyens de l'époque, mais qui a quand même un côté artistique, très prenant, je trouve. Et ce cercle en pointillé, là, c'est ce qu'on appelle le light ring. La tâche, c'est la section efficace, si vous voulez, des rayons qui viennent de l'arrière. Et ce light ring, c'est quand il s'entortille autour du trou noir au rayon qui est 3,5 du rayon de Schwarzschild, qui est visualisé ici. Alors ça, c'était en 1979. 40 ans plus tard, les moyens informatiques se sont améliorés, mais la physique est toujours la même. Ça, c'est une simulation de la NASA, où on retrouve ce light ring, ce rayon, cette sphère de 3M, où les rayons lumineux tournent en rond, là, autour de l'objet. Et ça, ce qu'on voit autour, c'est le disque d'accrétion. Donc le disque d'accrétion, en principe, il est dans la section équatoriale de l'objet, mais il envoie de la lumière, c'est comme ça qu'on le voit. Et cette lumière est très très déviée par la gravitation ici. Alors cette partie ici, là, qui n'est pas tellement déformée, c'est la partie du disque d'accrétion qui est proche de nous, entre nous et l'objet. Tandis que ce qui est déformé là, c'est la partie du disque d'accrétion qui est derrière le trou noir. Et vous voyez qu'une partie, eh bien, on a l'impression qu'il est tordu vers le haut, et une autre partie, la lumière passe par en dessous. Donc ce sont mais ça restait des simulations. Et voilà maintenant ce que l'on voit pour de vrai. Ce sont les images obtenues par le Event Horizon Telescope, qui est un réseau de 8 télescopes radio, et qui a une collaboration qui rassemble à peu près 300 chercheurs, ce qui est, entre parenthèses, nettement moins que la collaboration LIGO-Virgo, où là, ils se comptent par milliers.
Et ils ont réussi cet exploit technologique, enfin d'astronomie, à prendre en photo, enfin bon, c'est plusieurs photos, il faut reconstruire tout ça, mais du disque d'accrétion autour de 2 trous noirs. Le premier était publié en 2019. Il s'agit du trou noir, dont on connaissait l'existence par ailleurs avant, au centre de la galaxie Messier 87, et qui est à 50 millions d'années-lumière et qui pèse 6 milliards de masses solaires. Donc on a pu le voir parce que il est assez loin, mais sa masse est en milliards de masses solaires. Et là, plus récemment, donc cette image a été publiée le 22 mai, donc il y a quelques mois, c'est une image un peu similaire, mais ça c'est l'image de notre trou noir à nous, au centre de nos galaxies dans la constellation du Sagittaire. Alors lui, il est beaucoup plus près, il est à 27 000 années-lumière, mais il est beaucoup moins massif, il fait 4 millions de masses solaires. Alors ce qui est extraordinaire, à part la beauté plastique de ces images, c'est la science qu'on peut en tirer. Alors quand les instruments seront plus raffinés, évidemment ça va venir avec les années, mais déjà, on peut faire de la science. Et il faut se rappeler le dessin de Van Lau de 1921. Si vous mesurez la taille angulaire de ces taches sombres, ici et là, vous les mesurez, enfin évidemment c'est difficile, vous les mesurez en milliarcs-secondes. Donc la taille de cette tache, c'est comme voir le marteau que David Scott a fait tomber sur la Lune, c'est comme le voir. C'est vous donner une idée des prouesses techniques. Donc on mesure ces tâches en milliards-secondes, mais on connaît les distances. 27 000 années-lumière, 50 millions pour l'autre. Et à partir de ça et de la relativité générale, on peut déduire la masse de l'objet central. Et on déduit 6 milliards pour Messier 81, et on savait déjà que c'était dans ces ordres-là, mais beaucoup plus important, on a pu mesurer la masse de notre trou noir au centre de notre galaxie. Et la taille de cette image vous dit que l'objet au centre pèse 4 millions de masses solaires. Or, c'est exactement la masse que Genzel et leurs équipes, et Guez et leurs équipes, ont mesurée en étudiant une étoile qui est beaucoup plus loin que ce disque-là, qui tourne autour de l'objet central. Ils en avaient déduit la masse, c'était aussi 4 millions de masses solaires. Donc, on peut considérer ça comme un succès de la relativité générale, ça c'est certain. Et je m'arrêterai là en vous remerciant de votre attention. Allô? Oui. Merci beaucoup. Très intéressant. Est-ce que vous avez des questions? Moi j'en ai une. Vous pouvez revenir à la slide juste avant, là, sur notre trou noir à nous, là, à droite. Pourquoi il y a trois zones plus lumineuses que les autres? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Mais attendez, je peux quand même dire quelque chose. Ne pas savoir n'empêche pas de spéculer un peu. C'est possible, parce que vous voyez, ces disques d'accrétion, comme on l'a vu sur les simulations numériques, c'est la matière qui tourne autour des trous noirs. Qui tourne autour, ça serait une image de l'arrière? Non, donc il y a des effets Doppler. Oui. Et quand le disque est plus rouge, ça veut dire qu'il tourne dans ce sens-là, il s'éloigne de nous, hein, c'est la partie de la matière qui s'éloigne de nous, et quand c'est plus orangé, c'est la matière qui s'approche de nous. Donc les parties plus claires, ici, vous voyez, il y a 2, vous savez, si en cherchant bien, on en trouve peut-être 3. Là, il y en a 3 de façon visible. C'est lié aux effets Doppler, et c'est probablement aussi lié à la géométrie que je n'ai pas regardé en détail. Parce que tout dépend, ce disque d'accrétion, si vous le voyez perpendiculaire à la sphère céleste ou si vous le voyez de travers. Hein. Donc ça peut être... Mais je n'en dirai pas plus parce qu'il faut aller regarder. Ok, parfait.
Donc, des questions. Allez, Guy. Oui, alors cette vue-là, elle est superbe, mais c'est un peu le supplice de Tantale, parce que on nous dit donc que M87 est à peu près 20 000 fois plus loin que le centre de la galaxie, là. Mais ce qu'on aimerait bien, et ça c'est systématique dans toutes les revues, les gens qui nous présentent des belles images superbes et tout, ils indiquent jamais la taille du champ. Alors on aimerait bien savoir, comme il y a une différence de 20 000 en distance, quelle est la taille angulaire de chacune de ces deux images. Ça, c'est une information qui est quand même vitale et elle ne figure pas. Alors, c'est l'information que j'ai indiquée. La taille de ça, c'est de l'ordre de la milliarque seconde. Et il se trouve que c'est à peu près le même. L'un c'est 42, l'autre c'est 54, ou l'inverse, j'ai oublié. Mais c'est quelques dizaines de milliarques secondes. Ça, c'est la taille de ces images. Et alors pourquoi? Il se trouve que Messier est beaucoup plus loin, mais aussi beaucoup plus lourd. Et en fait, il se trouve que le rapport des deux, vous voyez, taille à distance et les masses sont à peu près dans le même rapport pour les deux. Alors, est-ce que c'est un fabuleux hasard? Pas nécessairement. C'est dû aussi à la sensibilité des instruments qui peuvent mesurer jusqu'à ces 50 milliards secondes. Donc, ils verront que des tâches supérieures à quelques dizaines de milliards secondes. Donc, ils ne verront que les trous noirs qui sont peut-être loin, mais très gros, ou plus près et moins gros. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais ces deux tâches ont à peu près la même taille angulaire. OK. D'autres questions, s'il vous plaît? J'ai juste une information pour vous. Sur YouTube, nous étions 110 en plus. Voilà. D'autres questions? Levez le bras. Alors, faites passer le micro derrière. Oui, c'est un petit peu hors sujet peut-être. C'est sur les ondes gravitationnelles primordiales. Pardon, oui. Là, on a des trous noirs qu'on observe vraiment. Là, c'est totalement spéculatif, mais un troisième type de trous noirs, ce sont les trous noirs primordiaux, qui, si jamais les ondes gravitationnelles primordiales étaient mises en évidence, on aurait des éclaircissements sur des problèmes cosmologiques qu'on n'arrive pas à... qui sont tout à fait aussi hypothétiques. Est-ce qu'il y a des instruments qui permettraient éventuellement de faire la différence? Alors, je sais qu'il y a LISA qui va arriver dans 10 ans, enfin je ne sais plus. Est-ce qu'il y a des instruments actuellement qui sont destinés à essayer de mettre en évidence ces ondes gravitationnelles primordiales dans le fond stochastique d'ondes gravitationnelles qu'on peut avoir? Et si oui, lesquels? Oui. Alors, j'avais songé, en préparant cette conférence, de dire un mot sur les trous noirs primordiaux, qui sont encore spéculatifs, on ne les a pas encore observés, et qui ont été mis à l'honneur dans les années 70, tout s'est passé un peu à cette époque, entre autres par Stephen Hawking, qui avait découvert que les petits trous noirs s'évaporaient assez vite, et donc il espérait pouvoir détecter son rayonnement à lui, quantique, en regardant l'explosion, la fin de petits trous noirs qui auraient été créés au tout début de l'univers. Donc ça, c'était resté un petit peu dans les cartons de l'histoire. Mais un de ses élèves, qui avait écrit sa thèse avec lui dans les années 70, Bernard Carr, a suivi ces trous noirs primordiaux toute sa vie jusqu'à aujourd'hui. Et alors maintenant, on pense que ces trous noirs primordiaux peuvent résoudre un grand nombre de tensions observationnelles. Une tension observationnelle, c'est quand deux instruments ne donnent pas le même résultat, grosso modo. Et donc, il y a des tensions sur la constante de Hubble, par exemple, qui donne la vitesse d'expansion de l'univers. Il y a
un grand mystère en cosmologie, à savoir que l'immense majorité de la matière, on ne la voit pas. Et comme par définition, on ne voit pas les trous noirs, on se dit, bah, c'est peut-être des trous noirs. Donc cette idée de trous noirs primordiaux, pour expliquer la matière sombre, a fait son chemin. Et maintenant, c'est devenu un domaine extrêmement actif, parce que justement, entre autres, on essaye espère pouvoir les détecter à l'aide d'ondes gravitationnelles, mais stochastiques, primordiales, pas celles de LIGO, là. Et puis aussi, en étudiant plus précisément certaines phases de l'histoire thermique de l'univers. Par exemple, dans un article que j'ai lu ce matin, on montre que si on a des trous noirs primordiaux qui ont été formés à la fin de la période d'inflation, par exemple, où il y a des pics de densité de matière qui s'effondrent pour former ces petits trous noirs, eh bien, quand on arrive à la transition des quarks, la création des quarks, à ce moment-là, l'équation d'état de l'univers changerait un peu. Ça serait un pic, ce ne serait pas complètement la radiation, etc. Et en observant ça, si on y arrive, dans les données cosmologiques, sur l'abondance des éléments, on pourrait peut-être avoir une idée que les trous noirs primordiaux sont à l'origine de ça. Voilà. Donc c'est un élément de réponse, je pourrais en parler plus longuement tout à l'heure si vous voulez. Ok. Encore une question, peut-être. Moi j'en ai une. À un moment, quand vous parliez de Schwarzschild, vous avez dit le temps s'arrête. Alors ça, c'est très bien, c'est une bonne recette pour l'immortalité. Et l'espace se troue. Qu'est-ce que ça veut dire, l'espace se troue? Alors, c'est sur ce diagramme, vous voyez la parabole. Alors, c'est un peu plus haut. Mais n'ayant pas de bon pointeur, est-ce qu'il est moi? J'y arriverai. Hein. Bon, voilà, ici, sur le diagramme en bas à gauche. D'accord. Si j'ai un pointeur, peut-être... Ah, c'est ça que vous voulez dire, l'espace se trouve. D'accord. Ah non, c'est pas ça ce que je voulais faire. Le point rouge, c'est pour le pointeur. Voilà. Alors, vous voyez ici, c'est ce dr carré sur 1 moins 2m sur r. C'est une parabole plongée dans l'espace à 3 dimensions. Si cette parabole, elle va vers l'infini, elle va être quasiment plate, horizontale. Donc quand vous êtes loin du trou noir, vous prenez un petit dr, alors vous tracez 2 droites perpendiculaires, ben voilà. D'accord. Vous voyez ici, c'est un dr. Alors le dr, quand il est à l'infini, la tangente ici, théorème de Pythagore toujours, va avoir la même, sera la même, parce que là, cette parabole devient une droite horizontale. D'accord ? Mais quand vous vous rapprochez, la courbure de la parabole augmente, et la tangente, plus vous vous rapprochez, plus cette longueur-là sera grande. D'accord. Et quand vous arrivez sur le bord de Schwarzschild... Il y a discontinuité, là. Non, c'est la parabole. Non, vous savez, la parabole a une tangente verticale. OK. Hein, la parabole fait comme ça, et la tangente est verticale là. Et quand la tangente est verticale, ici, ben, minuscule dr va vous faire un gigantesque ds carré, là, parce que le coefficient ici diverge. Et donc, l'expression consacrée, c'était de dire que l'espace se trouve. Il y a des questions sur YouTube. Mais les jeux à distance ont certainement compris. Bon. Enfin, je veux bien le refaire avec un... Bon. Enfin, je veux bien le refaire. Mais... Moi, j'ai compris que le temps s'arrête, c'est très très bien, ça m'arrêterait, ça m'empêcherait de vieillir. Attendez, ça serait formidable. Il faut faire attention. Il s'arrête pour celui qui vous regarde de très loin. Il a l'impression que vous devenez très 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 jeune, enfin que vous restez très jeune. Ah, vous voulez dire qu'il y a mais vous-même, sauf si vous avez des fusées extrêmement puissantes qui vous empêchent de tomber dedans. Bon, si vous arrivez à... Bon, c'est peut-être pas l'idéal alors. Il y a une question là. Allez, une dernière. Oui, est-ce que vous pouvez dire un mot sur par exemple, la rotation des trous noirs? Il y a des trous noirs qui sont en rotation, d'autres pas.
Et par exemple, dans le cas de ces deux-là, qu'est-ce qu'on a comme information sur leur rotation? Très bonne question. En fait, je n'ai parlé que du trou noir de Schwarzschild pour illustrer mon propos, mais en 1963, Roy Kerr a trouvé une solution des équations d'Einstein, comme Schwarzschild avait trouvé la sienne, qui décrit, ça fait de grands débats, un trou noir en rotation. Et on était content parce que toutes les étoiles tournent, donc ces objets-là, on pensait qu'ils tournent aussi. Mais jusqu'à présent, mesurer le spin, enfin le moment angulaire d'une étoile ou d'un trou noir, c'est beaucoup plus difficile que de mesurer la masse. Parce qu'un moment angulaire, il y a une direction dans l'espace, plus une intensité. Donc il y a 3 paramètres. Et donc il y a beaucoup plus de choses. Expérimentalement, c'est beaucoup plus difficile à mesurer. Et par exemple, je vais retourner aux observations, et ensuite je viendrai à l'image, là, des ondes gravitationnelles. Donc ça, c'est... Vous voyez ici ce qui effectif, c'est une combinaison des spins des 2 trous noirs qui vont... Et en fait, il y a une erreur énorme là, c'est très très difficile à mesurer. En plus, étant donné que tout ça est noyé dans le bruit, il faut que les patrons d'ondes qui sont calculés, soit analytiquement, comme Thibaut Damour peut le faire, ou soit par la relativité numérique, ils doivent pouvoir tenir compte aussi de l'effet de ces spins dans la collision. Et d'un point de vue technique, de résolution des équations, c'est très difficile. Donc c'est pour cette raison qu'on ne sait pas, on n'a pas pu les mesurer jusqu'à présent. Partout le marché, les quelques mesures que l'on a, on trouve que c'est compatible avec 0 à chaque fois ou presque. Or, tout le monde s'attendait à ce que les trous noirs tournent vite. Donc pour l'instant, c'est un peu en l'air, il y a un point d'interrogation, on attend des mesures plus précises. Quant aux images là, de la fin, les trous noirs de Messier 87 et de notre galaxie, le but final, ultime, de cette collaboration qui s'appelle l'Event Horizon Telescope, c'est de pouvoir, en regardant la matière autour, qui est très proche là, de pouvoir savoir si la déformation de l'espace et le ralentissement des horloges est celui de Schwarzschild ou celui de Kerr, qui n'est pas le même, parce que dans Kerr, il y a ce paramètre supplémentaire qui est la rotation de l'étoile. Mais on en est encore très loin. Pour l'instant, on a pu mesurer les masses, ce qui est déjà magnifique, mais on n'a pas encore testé si c'est Schwarzschild ou Kerr. Il faudra attendre, à mon avis, plusieurs années, voire quelques décennies, pour avoir la précision requise. Donc pour l'instant, on sait que qu'il peut y avoir un moment angulaire. Il y a une des raisons, c'est que Messier 87 a aussi un jet. Donc étant donné qu'il y a un jet, on part du principe que ça tourne, mais c'est une indication indirecte, ça ne sort pas de ces images-là. Donc je n'en ai pas parlé parce que pour l'instant, ça reste un petit peu sur le papier. Ok, merci. Alors on va prendre 2 questions de YouTube. On me pose une question, est-ce que les trous noirs sont poreux? Alors je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire. Poreux, ça veut dire qu'on peut les traverser, je suppose. Vous avez un commentaire là-dessus? Oui, je suppose que notre auditeur, là, par poreux, il veut dire que la surface d'un trou noir, ce qu'on appelle la surface d'un trou noir, c'est ce rayon de Schwarzschild, cette espèce de bulle de gravitation, et quand on l'a franchi, on ne peut plus revenir en arrière. Mais cette surface est une surface immatérielle, il n'y a pas de matière là, contrairement à ce que croyait Einstein. Il n'y a rien. Et donc, quand vous franchissez cette espèce de bulle de savon, en fait, c'est même pas une bulle de savon, il n'y a rien, vous passez au travers. Mais vous ne pouvez pas revenir en arrière. Donc, c'est poreux, c'est ce qu'on appelle aussi en anglais, peut-être, a one-way membrane, c'est-à-dire une membrane où on peut aller dans un sens, mais on ne peut pas revenir. Ok. Et dernière question, on nous demande s'il y a un lien entre les trous noirs,
la matière noire et l'énergie noire, à part le fait qu'ils sont tous noirs. Et comme disait l'autre, noir c'est noir. Alors, la matière noire, comme je le disais tout à l'heure, on ne sait pas ce que c'est. Ceux qui ont inventé la théorie de la supersymétrie, que je mentionnais tout à l'heure, et qui n'ont pas encore vu leur gravitino, photino et tout le reste, espèrent que cette matière noire sera peut-être une de ces particules supersymétriques. C'est possible. Mais il y a aussi cette idée que cette matière noire, ça pourrait être des espèces de gros Jupiter, c'est-à-dire des étoiles qui ne se sont pas allumées, Ah oui. et qu'on ne voit pas, et qui se baladent comme ça dans la verte nature. On voit les trous noirs, les vrais, parce que quand ils sont en système binaire, ils émettent des ondes gravitationnelles, on détecte les ondes gravitationnelles. Donc il y a quantité de possibilités, et donc cette matière noire peut éventuellement aussi être faite de petits trous noirs qui se baladent dans la nature, mais pas en système binaire, ils se promènent comme ça. Donc ça peut expliquer la matière noire, mais l'énergie noire, c'est autre chose. L'énergie noire est un mot assez mal choisi, sauf qu'il parle à l'imagination. Mais il parle un peu faussement à l'imagination, je trouve personnellement, parce qu'en fait, l'énergie noire, c'est la constante cosmologique d'Einstein. Voilà. Oui. Voilà. Alors on peut interpréter ça comme de la matière si on veut, avec une équation d'état tout à fait bizarre, mais l'explication la plus simple, c'est celle d'Einstein de 1918, en disant que c'est une constante cosmologique. Ça serait une nouvelle constante de la nature. Ok, merci. Bon, on remercie Nathalie Deruel. Alors, je vous invite à la prochaine conférence, ça sera le 12 octobre. On parlera d'un tout autre sujet, ce sera le Soleil. Et puis pour ceux que ça intéresse, une information, le 8 octobre, je donne une conférence sur la nouvelle conquête lunaire. Vous savez que tout le monde s'intéresse maintenant de nouveau à la Lune. On crée de nouveaux instruments, de nouveaux lanceurs, de nouvelles stations spatiales. C'est en banlieue, oui, c'est à Plaisir, c'est pas très loin, c'est près de Versailles. Pour ceux que ça intéresse, c'est le 8 octobre à 20h30 au Château de Plaisir. Bon, bonne soirée, merci de votre présence. Faites attention, bon retour chez vous. Il est conçu pour. Ah oui, c'est vrai? Attendez, vous signez sur vous mettez que votre signature seulement sur la partie noire. Oui, exactement. Ouais, c'est voilà. Merci à vous. Et là, vous mettez pour en haut, pour Romain, un ami à moi qui est très passionné d'astrophysique, qui est malheureusement pas venu ce soir. Pour Romain, Nova, N-O-N, Nova, Rina. Nova Rina. Alors R-I-N-A.